Voilà, bonjour. On continue notre enseignement des SVT, notamment sur le thème qui parle de l'immunité. Aujourd'hui, on va attaquer la leçon 9 du programme, intitulée Un autre exemple de spécificité immunologique, les groupes sanguins. Mais avant d'abord de commencer, je vais devoir me présenter. Il s'agit de M. Issa Boumi Diop, enseignant, professeur de SVT au CEM de Ngoye. Alors, dans cette tâche, je me suis entouré d'une équipe pédagogique dirigée par notre formateur, M. Koulibaly, suivi de le doyen Malik Diouf, professeur au BST, et notre ami professeur M. Bahoum, professeur de SVT au CM Grand Diourbel. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer d'abord par voir ce qui est en rapport avec l'actualité. C'est quoi? C'est tout à fait cette pandémie qui sévit partout dans le monde, s'agissant du coronavirus, et rappeler le plus souvent les gestes barrières qu'il faudra toujours appliquer pour pouvoir se prévenir et prévenir les autres de cette maladie. Tout le monde le sait, il s'agit du port du masque, le lavage systématique des mains et la distanciation sociale. Alors donc, pour plonger dans la leçon nous dit une autre spécificité immunologique. Il s'agit des groupes sanguins. On avait dit l'autre jour que l'organisme dispose d'un système de protection qui lui permet de combattre les infections microbiennes, mais aussi de combattre tout autre corps étranger, même si celui-ci est destiné à le protéger. On pense, dans ce contexte, aux greffes et aux transfusions sanguines. Ce qui nous plonge donc directement dans la leçon des groupes sanguins. Alors, la notion de groupe sanguin, on ne peut pas le dire, en parler, sans pour autant évoquer comment les groupes sanguins ont été découverts, c'est-à-dire l'historique des groupes sanguins. L'historique des groupes sanguins se résume à la découverte de la circulation sanguine, la grande et la petite circulation. Après la découverte de ces deux voies de circulation du sang, beaucoup de chercheurs ont tenté à faire ce qu'on appelle des transfusions sanguines. Et ces transfusions sanguines, dans la plupart des cas, donnaient des résultats soit funestes, soit probants. Et maintenant, au cours de l'étude de ces résultats obtenus, on a su que même si tout le monde a un sang rouge qui circule, les sangs ne sont pas les mêmes d'un individu à un autre. D'où donc la découverte, n'est-ce pas, des groupes sanguins. Et ce fut le cas, n'est-ce pas, c'est en 1900, avec un chercheur qu'on appelle Landsteiner, qui a découvert les groupes sanguins, notamment le système ABO. Alors, les groupes sanguins, après leur découverte, il faut passer donc à savoir qu'est-ce que c'est qu'un groupe sanguin. Alors, si on devrait répondre à cette question, les groupes sanguins, ce n'est rien d'autre qu'une classification des personnes basées sur les caractéristiques des éléments de leur sang, comme les hématies et le plasma. Alors, ça, c'était donc l'historique avec sa découverte. Historique de la découverte des groupes
sanguin. Et cela est dans le grand 1 qui est intitulé Notion de groupe sanguin. Alors, en 1 donc, on a parlé de l'historique et en 2, nous allons parler de la définition du groupe sanguin. On va se répéter en disant que les groupes sanguins sont une classification des personnes basées sur les caractéristiques de leur sang. Et les éléments caractéristiques, c'est tout à fait les hématies et le plasma. Alors, en 3, nous allons parler de la notion de compatibilité. Compatibilité et incompatibilité des sangs. Qu'appelle-t-on deux sangs compatibles ou deux sangs incompatibles? Ici donc, on attend à ce que l'élève sache définir ce que c'est que deux sangs compatibles et deux sangs incompatibles. Quand dit-on que deux sangs sont compatibles? Deux sangs sont compatibles lorsque, si vous les mélangez, le sang A et un sang B, vous les mélangez et vous obtenez un mélange qui est homogène. Un mélange qui est homogène. Comme le montre cette figure, ici, ce mélange homogène qui ne présente aucun élément, n'est-ce pas, différent de l'autre, c'est ça qu'on appelle, n'est-ce pas, un mélange homogène. Si vous donc deux sangs sont mélangés et sont compatibles, on aura ce qu'on appelle un mélange qui est homogène. Maintenant, quand dit-on que deux sangs sont incompatibles? C'est lorsque, si vous les mélangez, vous obtenez un mélange qui n'est pas homogène. Et un mélange qui n'est pas homogène, on l'appelle un mélange hétérogène. Et dans ce mélange, vous aurez ce qu'on appelle des agglutinations, des hématies qui vont se coller les unes et des autres et former des bulles visibles à l'œil nu. Ces deux sangs sont dits donc incompatibles. Alors, après donc qu'on sait que les sangs ne sont pas les mêmes les uns des autres, c'est ce qui, n'est-ce pas, poussait les chercheurs à définir un système de groupe sanguin qu'on appelle le système ABO. Le système ABO, c'est un ensemble, n'est-ce pas, de groupes sanguins qu'on retrouve, n'est-ce pas, constitués, n'est-ce pas, de différents les uns les autres. On appelle ça le système ABO. Il a été découvert, comme je vous l'ai dit, en 1900. Alors, à travers les résultats obtenus, n'est-ce pas, avec les essais de transfusion sanguine dont les uns ont échoué et les autres, n'est-ce pas, ont donné des résultats, n'est-ce pas, satisfaisants. Alors, le système ABO, c'est ce qui détermine les différents groupes sanguins. Alors maintenant, il nous faut demander qu'est-ce qui fait que deux sangs soient différents. La différence se trouve d'abord au niveau des hématies et au niveau, n'est-ce pas, du plasma. Et pour expliquer cela, nous allons voir que ce qui détermine donc les groupes sanguins, c'est la présence ou l'absence d'antigènes qui se trouvent à la surface des hématies. Et ces antigènes, c'est des antigènes membranaires, c'est notamment des protéines. Pour expliquer cela, nous allons voir que si nous avons une hématie, c'est-à-dire un globule rouge, à sa surface peut se trouver
peut se trouver des antigènes, c'est-à-dire des protéines membranaires. Il y a deux types d'antigènes. Il s'agit de l'antigène A, que nous symbolisons par, que nous montrons par ce symbole. Et le deuxième antigène, c'est l'antigène B. La présence ou l'absence de ces antigènes sur la surface des hématies est à l'origine, n'est-ce pas, des groupes sanguins. Si l'antigène A est présent à la surface des hématies, l'individu est du groupe sanguin A. Maintenant, l'antigène B que nous allons symboliser par ce petit symbole, n'est-ce pas? Si l'antigène B est présent à la surface des hématies, l'individu est du groupe sanguin B. Maintenant, si à la surface des hématies, les deux antigènes sont présents, l'antigène A et l'antigène B, l'individu est du groupe sanguin AB. Maintenant, si à la surface des hématies, les deux antigènes sont absents, l'individu est du groupe sanguin O. Alors voici donc les différents groupes sanguins qui existent. Le groupe sanguin A, le groupe sanguin B, le groupe sanguin AB et le groupe sanguin O. Ce qui forme donc ce qu'on appelle le système ABO. Alors, la détermination des groupes sanguins ne se limite pas à ce qu'il y a sur la surface des hématies, mais aussi ce qu'il y a à l'intérieur du plasma. Alors, à l'intérieur du plasma se trouve ce qu'on appelle des anticorps. Pour chaque antigène, il y a un anticorps correspondant. Donc, si nous avons l'antigène A, il existe son anticorps correspondant appelé anticorps anti-A. L'antigène B possède aussi son anticorps correspondant. Il s'agit de l'anticorps anti-B. Alors donc, en somme, ce qui détermine les groupes sanguins, c'est les antigènes à la surface des hématies et les anticorps à l'intérieur du plasma. Ainsi, on peut découvrir cela à travers la figure qui suit. À travers la figure qui suit, on peut déterminer, on peut voir bel et bien, n'est-ce pas, les anticorps et les anti. Voilà, ici, nous avons les hématies, ce qu'on appelle encore les globules rouges. Et ici, nous avons le symbole, n'est-ce pas, des antigènes. Ici, si l'antigène A est à la surface, l'individu est du groupe A. Si l'antigène B à la surface des hématies, nous avons le groupe B. Si les deux antigènes sont présents, nous avons le groupe AB. Et si maintenant les antigènes
sont absents à la surface des hématies, l'individu est du groupe O. Alors, la figure suivante nous montre maintenant les anticorps correspondants. À chaque antigène correspond un anticorps. Si nous avons ici l'antigène A, son anticorps correspondant, c'est l'anticorps anti-A. Si nous avons l'antigène B, son anticorps correspondant, c'est l'anticorps anti-B. Alors, la rencontre entre un antigène oui. Le phénomène d'agglutination résulte de la rencontre entre l'antigène et son anticorps correspondant. Et son anticorps correspondant. Entre la rencontre entre l'antigène A, sa rencontre avec son anticorps correspondant favorise l'agglutination. Comprenez? Dans le plasma, voilà, c'est ça. Comprends. Je peux continuer? Voilà, donc, on disait tout à l'heure que ce qui détermine les groupes sanguins, c'est la présence des antigènes, qui sont des protéines membranaires, mais aussi la présence dans le plasma de leurs anticorps correspondants. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est quoi? C'est que si l'anticorps rencontre son antigène correspondant, cela provoque ce qu'on appelle les phénomènes d'agglutination. Et les phénomènes d'agglutination sont mortels. Car s'il y a agglutination, c'est-à-dire la liaison entre les hématies, l'accolement des hématies les unes des autres, favorise la formation de petites bulles qui ont tendance à boucher les vaisseaux sanguins et empêcher la circulation de se dérouler normalement, ce qui est, n'est-ce pas, mortel pour un individu. Ce qui fait que
si vous avez à la surface des hématies l'antigène A, dans le plasma, vous ne pouvez pas avoir, vous n'avez pas l'antigène correspondant, l'anticorps correspondant à cet antigène. Sinon, il y aura agglutination. Ce qui fait que un individu du groupe A sur ses hématies l'antigène A, mais dans son plasma, il a l'anticorps anti-A. Anti-B du moins, excusez-moi. Un individu du groupe B a sur ses hématies l'antigène B et dans son plasma les anticorps anti-A. Parce que cet individu-là du groupe A, s'il avait dans son plasma les anticorps anti-A, il allait créer ce qu'on appelle l'agglutination. Les anticorps allaient relier les hématies les unes des autres, ce qui est, n'est-ce pas, mortel. Maintenant, un individu du groupe AB a sur ses hématies les deux types d'antigènes, ce qui fait que dans son plasma, il n'y a pas d'anticorps. Ni anticorps anti-A, ni anticorps anti-B. Maintenant, un individu du groupe O qui ne présente aucun antigène sur ses hématies, dans son plasma, on retrouve les deux types d'anticorps. L'anticorps anti-A et l'anticorps anti-B. Alors, ce qui nous amène maintenant, après la découverte des groupes sanguins, leur détermination, à ce qu'on appelle les transfusions sanguines. Alors, c'était le 4, les systèmes ABO. 5 maintenant. Les transfusions sanguines. Alors, il faut donc essayer de savoir ce que c'est une transfusion sanguine. Une transfusion sanguine est une opération qui consiste à perfuser par voie intraveineuse du sang provenant d'un donneur à un autre individu qu'on appelle un receveur. Alors, cette transfusion sanguine se fait dans le but, n'est-ce pas, d'amener ou bien de donner à l'individu receveur des hématies ou bien d'autres éléments, n'est-ce pas, du sang, tels que, comme, n'est-ce pas, les plaquettes. C'est en fonction donc des besoins de l'individu receveur. Mais comme on a vu que les sangs ne sont pas les mêmes, il faut, quand on réalise une transfusion sanguine, essayer d'éviter ce qui provoque les phénomènes d'agglutination, c'est-à-dire l'accolement des hématies les unes aux autres. Ainsi donc, il y a une possibilité de transfusion sanguine sans risque d'agglutination majeure. Alors, pour éviter les agglutinations majeures, il faut donc donner du sang qui ne comporte pas les anticorps pouvant rencontrer leur antigène correspondant. Et il existe un schéma pour les différentes possibilités de transfusion sanguine, ce qui, n'est-ce pas, nous montre ce schéma-là. Et il faut aussi signaler que la meilleure transfusion sanguine, c'est la transfusion, n'est-ce pas, faite dans le même groupe. C'est-à-dire que l'individu du groupe O donne du sang à un individu du groupe O. L'individu du groupe A donne du sang à l'individu du groupe A. AB donne du sang à AB. B donne du sang à AB. Mais si cela est, n'est-ce pas, n'est pas possible, il peut, n'est-ce pas, que, n'est-ce pas, d'autres groupes sanguins différents se
se donne du sang. Alors, le groupe O peut donner du sang au groupe A sans risque d'agglutination majeure. Le groupe O peut donner du sang au groupe AB sans risque d'agglutination majeure. Le groupe O aussi peut donner du sang au groupe B sans risque d'agglutination majeure. Et si nous voyons ici, on a vu que donc, le groupe O peut donner du sang à tous les autres groupes. On l'appelle, dans ce contexte, un donneur universel. Alors, à part ça, le groupe A peut donner du sang au groupe AB. Le groupe B aussi peut donner du sang au groupe AB. On a vu que donc, le groupe AB est un groupe qui reçoit le sang de tous les autres groupes. On l'appelle ainsi un receveur universel. Alors, voici donc en somme ce qu'on pouvait parler, n'est-ce pas, des groupes sanguins et des transfusions du système ABO. Mais il faut noter aussi qu'à côté du système ABO, il existe d'autres systèmes de classification des groupes sanguins. Le plus connu, c'est le facteur Rhesus. Et le facteur Rhesus, c'est la présence ou l'absence d'une protéine membranaire supplémentaire très puissante. Si cette protéine est présente, l'individu, je vais le symboliser. Si cette protéine membranaire est présente, l'individu est du groupe A et du Rhesus positif, intitulé A+. Maintenant, si cette protéine membranaire est absente, l'individu est du groupe A, mais de Rhesus négatif, intitulé A-. Alors, voici donc en somme ce qui constitue cette leçon 9 intitulée un autre exemple de spécificité immunologique, c'est-à-dire les groupes sanguins. Si nous faisons le résumé, nous allons dire qu'on a déroulé la notion de groupe sanguin, son historique qui découle, n'est-ce pas, de la découverte de la grande et de la petite circulation, auquel des chercheurs ont tenté de réaliser, n'est-ce pas, des transfusions sanguines. Le résultat de ces expériences a fait, n'est-ce pas, a donné la découverte des groupes sanguins. Un groupe sanguin, c'est quoi? C'est une classification des individus, des personnes, basée sur les caractéristiques des éléments contenus dans leur sang. Alors, comme il existe des groupes sanguins différents, il y a eu des sangs qui sont compatibles et des sangs qui sont incompatibles. Des sangs compatibles, c'est des sangs dont leur mélange est homogène, et des sangs incompatibles, c'est des sangs dont leur mélange est hétérogène et présente des agglutinations. Le système ABO est basé sur la présence ou l'absence d'antigènes à la surface des hématocytes. Ces antigènes sont de deux sortes. Il s'agit de l'antigène A et de l'antigène B. Si l'antigène A est présent à la surface, l'individu est du groupe A. Si l'antigène B est à la surface des hématocytes, l'individu est du groupe B. Si les deux antigènes sont présents à la fois, l'individu est du groupe AB. Si maintenant les antigènes sont absents, l'individu est du groupe O. Mais il faut savoir aussi que à chaque antigène, il existe son anticorps correspondant. Et la rencontre entre antigène et anticorps correspondant provoque l'agglutination. De ce fait, si un individu est du groupe O, il a dans son placement, et du groupe A, il a dans son placement les anticorps anti-B. Si l'individu est du groupe B, il a dans son placement les anticorps anti-A. Si un individu est du groupe AB, il n'a pas
les anticorps. Si un individu est du groupe O, il a dans son plasma les deux types d'anticorps. Les transfusions sanguines ne sont possibles, n'est-ce pas, que lorsque les sangs sont compatibles. Sinon, le phénomène d'agglutination se présente, ce qui est, n'est-ce pas, dangereux. Les différentes possibilités de transfusion sanguine sans risque d'agglutination, c'est donc le schéma que nous avons présenté tout à l'heure. Ensuite, savoir que le système ABO n'est pas le seul système de différenciation ou bien de classification des groupes sanguins. À cela s'ajoute donc le facteur rhésus, qui est donc la membrane supplémentaire, qui, lorsqu'elle est présente, l'individu est du groupe et du rhésus positif. Si elle est absente, l'individu est du groupe, n'est-ce pas, et de rhésus négatif. Alors, nous allons finir donc pour dire que ce système immunitaire... Oui. Oui. Alors que moi, je suis O négatif et on m'a dit que le groupe O plus que pas le négatif, on a le même groupe sanguin, mais O positif ne peut pas donner à O négatif. À O négatif. Donc, je pense que le donneur universel c'est O négatif, mais O plus, est-ce que c'est universel? Quand on dit O, je ne parle pas de O avec facteur rhésus. Vous avez posé la question en y ajoutant le facteur rhésus. Alors, quand il s'agit maintenant du facteur rhésus, il y a ce qu'on appelle les incompatibilités entre facteurs rhésus. Parce que, tout simplement, si vous présentez à un organisme un facteur, n'est-ce pas, qui va constituer un corps étranger, par exemple, le facteur, vous êtes du facteur négatif. Si maintenant, un individu du groupe O, de facteur positif, vous donne du sang, ton individu va synthétiser des anticorps anti-facteurs rhésus. Maintenant, ces facteurs rhésus, l'organisme va les garder en mémoire. À tel point que, si toutefois, prochainement, si vous rencontrez le même antigène, l'organisme va réagir, n'est-ce pas, de façon désorganisée, n'est-ce pas, jusqu'à créer ce qu'on appelle, n'est-ce pas, ce qu'on appelle, en fait, ça va donner ce qu'on appelle la réaction pause. On va couper-coller. Voilà, donc, c'est ça qu'on appelle les incompatibilités immunologiques. Si vous avez le facteur rhésus négatif, vous ne l'avez pas, ce n'est pas présent à la surface de ces hématies. Si vous recevez du sang contenant ce facteur positif, ce facteur rhésus, ton organisme va fabriquer des anticorps contre ce corps étranger. Maintenant, il va le retenir en mémoire. À tel point que, si le facteur revient, l'organisme va réagir de façon très rapide, de façon très massive, à tel point que cette réaction sera, n'est-ce pas, non bénéfique pour ta santé. On l'appelle, j'ai oublié la réaction qu'on attribue à ce phénomène. Raison de plus, même si dans un couple, vous avez des facteurs rhésus négatifs, si vous avez le même groupe sanguin et des facteurs rhésus différents, à chaque fois, à la première grossesse, à la naissance, la mère doit prendre ce qu'on appelle le vaccin anti-B pour tuer, pour éliminer les anticorps que l'organisme de la femme a fabriqués contre la présence de cette protéine membranaire. Sinon, si toutefois le facteur est encore présent, l'organisme va le détruire très rapidement, à tel point que ce couple-là ne pourra plus avoir d'enfant. Il se limite au seul premier enfant. Mais est-ce que cela peut dépendre aussi du groupe de l'enfant? Oui, si l'enfant est né oui, là, il n'y a pas, l'organisme n'a pas fabriqué. Mais si c'est
que la maman a fabriqué des anticorps anti-rhésus. Maintenant, leur présence prochaine déclenche une réaction immunitaire très féroce. Malheureusement, moi qui vous parle, j'ai